Voilà, bonjour, bonjour tout le monde. On est ravis de vous recevoir et merci d'être présent pour ce deuxième webinaire de l'année. Alors on a quelques retardataires, mais bon, on va essayer de démarrer à l'heure et de toute façon, ce webinaire sera enregistré et on pourra, je l'espère, partager avec un certain nombre d'entre nous. Alors c'est un format qui est apprécié, donc on a décidé de multiplier ces exercices. En tout cas, pour ceux qui étaient présents lors du premier webinaire, on avait souligné combien il était peut-être encore plus que jamais impératif de sortir des sentiers battus en matière de gestion de patrimoine. C'est vrai qu'on entre dans une nouvelle phase qu'on n'a pas connue depuis longtemps, avec le mot de l'inflation qui fait son grand retour. Alors, certains l'ont annoncé, transitoire, temporaire, d'autres, pensent que c'est un événement un peu plus durable et on fait partie de ces gens-là. On rentre dans une nouvelle phase de hausse de taux. Est-ce que ça sera, une hausse de taux durable? Là aussi, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il est clair que ce qui est clair, et c'est ce qu'on avait montré lors du précédent webinaire, c'est que les marchés n'aiment pas tellement les phases de très forte inflation, ni les marchés actions, ni les marchés taux. Et Anna, je te laisserai faire entrer les participants. Et c'est important aujourd'hui, effectivement, de considérer d'autres types d'actifs parce que si vous regardez un petit peu les marchés depuis le début de l'année, il y a peu de choses qui affichent des performances en vert. Et donc, c'est pour nous important cette année. Je pense qu'on va être très, très actifs et on va essayer comme ça tout au long de l'année de vous apporter des solutions pour justement faire en sorte qu'on remplisse les objectifs qu'on se fixe ensemble. Alors, vous avez tous été, on va sortir de la sphère financière cotée. Vous savez qu'on est aussi on a de fortes convictions dans le marché du non coté. Et vous avez tous été certainement ravis d'entendre, comme nous, la formidable dynamique de la French Tech. C'est vrai que ça fait du bien. C'est une bouffée d'oxygène. Ça change du French bashing et on est vraiment très content et très heureux de pouvoir proposer le résultat d'un travail qui a démarré l'année dernière, en fin d'année dernière. Alors vous connaissez notre appétence pour le non coté et la recherche d'efficacité. Et c'est vrai que lorsqu'on voit ce phénomène de la French Tech, on se dit on a une opportunité qui est si proche de chez nous. Comment qu'Harmony Office et ses clients on ne pouvait pas passer à côté de cette opportunité-là. Donc on est ravis de pouvoir aujourd'hui vous parler d'une initiative qu'on a prise. Et donc aujourd'hui, vous allez avoir trois intervenants. Alors, vous retrouvez vos serviteurs habituels, hein, Anna et moi-même, mais on est accompagné aussi du cofondateur d'une des startups qui certainement, et on le souhaite, rentrera dans le Next 40, pourquoi pas. Voilà, donc avec Mathieu Artaud, Mathieu a un passé donc a un passé dans le capital risque et il a fondé une startup, Caption, qui est une véritable marketplace. Donc l'objet de la marketplace, c'est de répondre à un besoin et de mettre en connexion des besoins. Et donc, il vous expliquera un petit peu comment ça fonctionne, mais Caption, effectivement, est l'unique marketplace pour traiter sur des startups pour pouvoir entrer dans le capital de ces startups et accéder à leurs actions. Donc, notre intervention va se dérouler en 5 parties. Tout d'abord, je vais rappeler un peu dans le cadre d'une construction de patrimoine, je vais faire mon côté un petit peu professeur, mais c'est important d'expliquer le cadre
Et pourquoi on pense que c'est intéressant dans le cadre, le capital risque est un élément intéressant dans le cadre d'une construction de patrimoine. Deux, revenir sur cette dynamique de la French Tech et ce que nous souhaitons faire avec Caption. Et puis ensuite, je laisserai la parole à Mathieu qui présentera Caption, comment via sa plateforme, d'un point de vue réglementaire et du côté pratico-pratique, comment il va permettre à nos clients de pouvoir accéder effectivement aux plus belles startups. Et puis on présentera, alors ça sera pas, c'est pas un suspense Hitchcockien parce que on en a déjà parlé, on vous a déjà mentionné cela par email. La première sélection donc de notre initiative, de notre lab, puisqu'on a décidé de lancer cela sous la marque du Calab, c'est Blablacar. Donc on présentera notre première sélection, pourquoi nous vous proposons aujourd'hui d'entrer dans le capital de Blablacar. Et puis on terminera avec Anna pour vous expliquer comment la suite va se passer. Et bien entendu, si vous êtes intéressé voilà, de disposer de cette opportunité, bien évidemment, Anna reviendra aussi sur les aspects fiscaux, vous la connaissez, et elle vous permettra, on discutera de ces éléments qui sont bien évidemment importants. Alors, on a effectivement, pour un certain nombre d'entre vous, on a initié effectivement l'investissement non coté dans le cadre, donc dans l'investissement en private equity, dans des fonds de qualité institutionnelle. Les deux branches du capital investissement, si on peut dire, c'est effectivement ce qu'on appelle le private equity, qui est donc le rachat d'entreprises avec souvent donc une position majoritaire dans des entreprises qui sont plutôt matures pour les accompagner sur des projets donc de, de, de croissance, soit de digitalisation, soit de croissance internationale, enfin tout un ensemble de projets pour passer une nouvelle étape. Et donc, c'est ce qu'on appelle le buy-out, hein, le rachat par levier, le rachat d'entreprise. Et puis, on a effectivement ce qu'on appelle le capital risque, qui, c'est tout simplement l'idée d'apporter, comme le private equity, des fonds propres à des jeunes entreprises qui sont en pleine phase de croissance, ou en tout cas très prometteuse en matière de potentiel de croissance. Alors, pourquoi s'intéresser au capital risque? Bah, le premier élément, c'est que aujourd'hui, encore une fois, je le répète, ne pas investir dans le non-coté, c'est se priver des d'opportunités énormes. Parce que, en fait, si vous regardez rien que sur le marché américain, et c'est la même chose en France, je n'ai pas les chiffres, mais 95% de toutes les sociétés américaines sont détenues en privé, ne sont pas sur les marchés actions. Donc, le non-coté donne accès à un univers plus large d'investissement. Et vous arrivez, grâce au non-coté, à accéder à des sociétés early stage, mid-market, donc accéder à des sociétés qui vont travailler sur les nouvelles technologies et qui sont des sociétés qui ne sont pas accessibles via les classes d'actifs traditionnelles, marché action, marché obligataire. Donc, l'objet du capital risque par rapport au private equity, c'est capter en fait les années de très très forte croissance. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que globalement, quand vous regardez un petit peu l'évolution, les sociétés tech à forte croissance, elles restent finalement plus longtemps à l'écart des marchés actions. Si vous regardez des récentes, les plus grosses introductions, parmi les plus grosses introductions en bourse, on peut parler de Uber et de Airbnb. Elles avaient déjà 10 ans et 12 ans d'âge avant, donc elles avaient déjà disrupté leur industrie et avant de rentrer en bourse. Ce qui est très différent de ce qu'on avait connu à l'époque en 97, quand Amazon s'est introduit en bourse, elle avait seulement 3 ans. Et Google, en 2004, avait 6 ans. Et donc ça, c'est un élément très important à prendre en compte. Ça veut dire que si vous attendez uniquement le fait que l'action rentre en bourse, ben finalement, vous ratez une grande partie de la croissance. Et donc, les dynamiques ont changé.
Le financement en non-coté est de plus en plus la voie royale pour croître. Il y a une multiplicité des levées de fonds. On a aujourd'hui ce qu'on appelle les licornes, hein, les sociétés qui sont valorisées plus d'1 milliard. On en a un peu plus de 1000 dans le monde et ça ne cesse d'augmenter. Et toutes ces sociétés licornes très centrées sur la tech donc interviennent maintenant sur des secteurs très très variés. Donc on a une vraie diversité en matière de secteurs et c'est important dans le cadre d'investissement de pouvoir réfléchir, pas de faire des coups, mais de réfléchir et d'avoir une certaine discipline dans la manière dont on y va. Donc, on a des sociétés qui interviennent dans le secteur de l'Internet, bien évidemment, mais vous avez la sécurité, le hardware, l'intelligence artificielle, la fintech et la santé, et j'en passe. Aujourd'hui, ces sociétés, ça représente 3 300 milliards de dollars dans le monde. Et donc, c'est un véritable maintenant vivier pour nous. En plus de cela, l'autre élément qui est intéressant, c'est que on pense que ce type d'investissement apporte de la diversification à votre portefeuille. Comme je le disais, on pense que l'environnement de marché est un peu plus compliqué cette année, vous le voyez. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le succès d'un investissement en capital risque, il dépend beaucoup plus de l'entreprise, de ses caractéristiques intrinsèques, et beaucoup moins de l'évolution du PIB, de la politique monétaire, fiscale, des taux d'intérêt ou de l'inflation, ce qu'on n'a pas sur les marchés actions où on a toujours beaucoup de bruit autour et donc qui vont diriger un petit peu la direction des marchés. Et puis enfin, last but not least, grâce à cette approche qu'on vous donne, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir entrer en direct dans des entreprises bien déterminées, on vous apporte déjà une façon de soutenir notre économie, parce que là, on est en train de parler de la French Tech. Deuxièmement, la possibilité de maîtriser vos investissements, c'est-à-dire que là, on vous donne quelque chose qui est difficile à avoir lorsqu'on investit dans des fonds où on a une quinzaine, une trentaine, une cinquantaine d'entreprises. Là, vraiment, vous allez adhérer à une entreprise, vous allez être vraiment actionnaire d'une entreprise. Et donc, clairement, en termes de visibilité, c'est important. Alors, peut-être, excusez-moi pour ceux qui ont l'habitude du monde du capital risque, mais il nous paraissait important de rappeler comment ça se passe dans le capital risque. Le capital risque, globalement, qui consiste en fait à financer donc des sociétés émergentes à un stade précoce avec un fort potentiel de croissance. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas un fonds ou un investisseur institutionnel, ou une grande entreprise, c'est impossible pour entrer dans ces entreprises. C'est impossible, sauf au moment de l'amorçage, c'est-à-dire ce qu'on appelle le seed, hein, c'est-à-dire l'entrée en même temps que les fondateurs. Et là, vous intervenez comme un peu un business angels, mais c'est finalement le moment où il y a le plus de risques. Et donc, ces entreprises, ces startups, pour leur développement, effectuent ce qu'on appelle des levées de fonds. C'est-à-dire qu'elles vont rechercher des capitaux et souvent auprès de grands fonds, enfin de fonds de venture capital ou d'investisseurs ou d'entreprises. Et donc, elles vont passer différentes étapes, ce qu'on appelle les séries. Et donc, vous avez comme ça la série A, la série B, la série C et ainsi de suite jusqu'au late stage. Et puis, potentiellement, soit l'acquisition par un concurrent, soit une sortie naturelle en bourse. Voilà. Et donc, c'est tout un ensemble. Alors, la série A, ça va être finalement vraiment le signal que l'entreprise, l'idée de départ, finalement, commence à devenir un peu plus solide. Et donc, c'est vrai que c'est une étape très importante pour les startups en matière de survie. Et puis ensuite, vous avez la série B, la série C. Vous pouvez aller jusqu'à, enfin, et vous verrez avec Blablacar, c'est le cas, avoir beaucoup de séries. Et l'idée, c'est d'utiliser des capitaux propres, non pas pour se faire plaisir, mais pour investir, pour améliorer la structure opérationnelle, gagner en effet d'échelle, faire en sorte que vous grandissez à l'international, etc. Et puis,
Enfin, après, vous avez les fonds de private equity qui s'intéressent effectivement à toutes ces sociétés-là. Donc, comme je le disais, le seul moment finalement pour des investisseurs comme nous, donc des particuliers, des privés, c'est soit de rentrer à l'entrée, soit de finalement rentrer à la sortie, donc à la fin, c'est-à-dire en bourse ou via des fonds de private equity. Mais là, encore une fois, c'est noyé. Alors, euh, la French Tech. Bon, la French Tech, les chiffres que vous voyez là sont déjà vieux, en fait. On a connu une année exceptionnelle en France de levée de fonds, puisqu'on a dépassé les 11 milliards d'euros de levée de fonds en 2021, ce qui fait que la French Tech n'est plus un épiphénomène, c'est un vrai phénomène. Et comme je le disais, en tant que citoyen, on peut tous se féliciter, en tout cas être heureux de voir voilà, cette bouffée d'oxygène. N'en déplaise aux politiques qui sont souvent dans le French bashing aujourd'hui, mais on a vraiment un phénomène extraordinaire avec ces startups. Et je vous disais, les chiffres sont déjà assez vieux ici, donc je ne vais pas trop les commenter, mais il est fort vraisemblable que 2022 explosera tous ces records parce que rien qu'en janvier, on a déjà connu une levée de 2,6 milliards avec 70 opérations. Et 6 nouvelles licornes, donc des sociétés qui ont déjà dépassé par leur levée de fonds la valorisation du milliard. Voilà. Donc ça, c'est clair que la France est en train de rattraper son retard. C'est pas un phénomène uniquement français, hein, on le voit un peu partout, mais c'est vrai que la France, ben, c'est ce que montre le graphique en dessous. Vous voyez que la France continue en matière de progression de licorne, alors que ça stagne un petit peu dans les autres pays. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que finalement, bah, sur 2021, 56% des capitaux sont venus de capitaux étrangers et de très gros fonds. On a typiquement le fonds japonais SoftBank, qui est un des très très gros fonds investisseurs, ou Tiger. Voilà, donc les French Tech attirent des capitaux étrangers. Et puis enfin, je le disais tout à l'heure, on soutient notre économie. C'est vrai que la French Tech, ça représente quand même maintenant 587 000 emplois. C'est pas rien. Et donc, c'est un soutien inéluctable pour notre économie. Et enfin, l'autre élément, le dernier élément, c'est le fait qu'il y a des opportunités pour réaliser ces investissements. C'est-à-dire que ce n'est pas tout d'y rentrer. Il faut être capable d'en sortir. Et il y a eu 350 sorties en 2021, donc des investisseurs qui ont réalisé leurs investissements. Alors, vous avez certainement entendu parler de cette initiative gouvernementale qui date, je crois, de 2009, quelque chose comme ça, si je ne veux pas dire de bêtises, ou 2019, pardon, 2019, je crois, pas 2009, 2019. Et effectivement, vous avez certainement entendu parler de ces French Tech, et là, vous avez un certain nombre de sociétés. Il y a des très, très belles histoires. Euh, avec des augmentations de croissance de chiffre d'affaires qui sont souvent entre 150 et 200% sur 3 ans, voire plus. Vous avez peut-être entendu parler de cette société Sorar que vous devez, enfin, alors c'est pas je cherche Charlie, mais c'est un peu l'idée ici avec toutes ces, voilà, qui est en bas à droite, qui a fait la plus grosse levée de fonds de la French Tech. Donc, vous savez, pour des anciens comme moi, c'est ces cartes Panini qui sont maintenant tout digitalisées, donc ils sont lancés dans le fantasy football. Et bon, maintenant, ils ont Serena Williams au board, ils visent à recruter pas moins de 100 personnes à New York. Voilà, donc c'est des histoires extraordinaires. Back market sur le conditionnement. Et en fait, bon, beaucoup de ces sociétés sont dans le digital, mais il y a aussi une tendance très forte de décarbonisation dont Blablacar fait partie. Et c'est vrai que voilà, il y a des très très belles sociétés, Miracle, pour créer des marketplaces qui a levé 555 millions. Donc c'est effectivement, enfin, on pourrait rester des heures et des heures à parler de toutes ces histoires. C'est assez exceptionnel. Alors, notre initiative, là, l'initiative du Calab, c'est globalement, l'objectif, c'est pas de faire encore un coup, c'est de venir vous proposer dans la durée des opportunités pour entrer sur ces startups.
des startups qui seront sélectionnées par nos soins. Alors, ce n'est pas des entreprises publiques, donc ça demande beaucoup de travail de notre côté, parce qu'il faut aller chercher l'information, il faut se plonger dans les statuts, il faut voilà, accéder à certaines plateformes de deal pour essayer d'aller chercher de l'information, regarder les concurrents. Vous pouvez imaginer que là, et puis parler aussi avec les fonds de private equity pour avoir des idées en matière de valorisation sur certaines boîtes. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Et pour permettre donc à nos familles, quand je dis nos familles, parce que c'est vrai on a cette tendance de penser qu'on gère votre argent comme si on gérait le nôtre. Et l'idée, c'est de vous offrir l'accès à ces startups de façon exclusive. Alors, bien évidemment, dans une période limitée, parce que et Caption vous expliquera tout ça. Caption est une marketplace qui est, si vous tapez sur Internet, il n'y a rien à cacher. Vous pouvez aller sur Internet et vous verrez que c'est une marketplace. Mais le problème, c'est que vous verrez, c'est très compliqué de rentrer dans les entreprises parce que il faut être hyper rapide. L'idée, c'est vous d'offrir l'accès à ces sociétés-là. L'avantage, c'est quoi? L'avantage, un premier avantage qui est clair, c'est que vous avez moins de frais. Parce que vous rentrez pas, vous n'avez pas de frais de gestion, comme un gérant peut en prendre sur les fonds. Donc, il y a moins de frais que via des fonds. Il y a une forte visibilité parce qu'encore une fois, vous allez vraiment pouvoir faire sur la base de nos conseils du pick and choose. Mais l'objectif, c'est de construire avec vous des portefeuilles solides, hein. Il y aura de la casse parce que c'est malgré tout, on est en train de parler de capital risque. Donc, un des éléments sur lequel il y a effectivement beaucoup à gagner, mais aussi potentiellement à perdre. C'est pour ça qu'on ira de façon avec des montants beaucoup moins forts et c'est un des inconvénients, hein. C'est-à-dire que là, on n'est pas, on va pas changer drastiquement votre patrimoine et l'idée, c'est d'y aller via des investissements qui doivent rester modérés. On en parlera après. Et puis, et donc voilà. Et donc, c'est pour rendre cela possible, on s'est rapproché d'une de ces startups, en fait, hein, qui est Caption. Et je vais maintenant laisser la parole à Mathieu pour vous présenter ce qu'est Caption. Bonjour à tous, enchanté. Déjà, un grand merci à Michael, Anna et toute l'équipe de Carmony pour l'invitation. Pour me représenter en 2 mots, du coup, comme l'expliquait Michael, j'ai passé les dernières années, moi, dans le milieu du capital risque. J'ai notamment été en charge du fonds d'investissement de Vinci Énergie et j'ai monté Caption il y a maintenant une grosse année pour adresser une mission qui nous tenait à cœur à mes associés et moi-même. C'était justement rendre un peu moins privé ce pan du private equity qui était jusqu'à présent plutôt l'apanage des gros fonds d'investissement. Vous avez sûrement entendu parler les Idinvest, les Partech, les Elaya. Ouais, je veux bien que tu passes, s'il te plaît, Mickaël, au suivant. Donc voilà, effectivement, bon, il va y avoir des redites à ce que Michael vous a présenté, mais vous avez sûrement entendu parler de beaucoup de ces sociétés, en particulier Doctolib qui a été très présent pendant la période Covid et qui a beaucoup fait parler d'elle, des sociétés consumer comme Blablacar, comme ManoMano. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le capital risque, c'est finalement assez récent. Il existe que depuis une vingtaine d'années en France. Et si les US ont tellement d'avance, finalement, c'est parce que le capital risque est présent depuis bien plus longtemps de leur côté. Et ce qu'on se rend compte avec le recul, Blablacar était une des premières licornes dans les années 2010. Depuis, il y a beaucoup plus de sociétés qui ont atteint ce statut, plus d'une dizaine en 2021. Et la French Tech a créé une valeur décuplée finalement pour ses actionnaires, les fondateurs, les salariés et bien évidemment les business angels de la première heure et les fonds d'investissement institutionnels. Par contre, effectivement, comme l'indiquait Mickaël, deux manières de rentrer dans ces sociétés-là, soit rentrer en amorçage, et c'est clairement pas évident parce que rentrer dans un Doctolib il y a 7 ans, quand les dirigeants ils étaient encore en train de prendre le métro pour aller toquer à la porte des médecins pour essayer de les attirer sur leur plateforme, c'est un sacré pari d'y croire. Et concrètement, en amorçage, il y a souvent un taux de casse
qui est de l'ordre de 90-95%. Et ce taux de casse a tendance à diminuer finalement au fil du temps avec le développement de la société et ses différentes levées de fonds. Notre manière d'y rentrer, c'est effectivement attendre l'introduction en bourse si elle arrive un jour. Mais la problématique, c'est ce qu'on se rend compte, et vous avez un exemple avec ce fleuron de la tech européenne Spotify qui s'est introduit au Nasdaq en 2018. Ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, le gros de la valeur a déjà été réalisé dans le pré-IPO. Même Goldman Sachs, qui est rentré 3 ans avant l'IPO de Spotify, alors que la boîte valait déjà 6 ou 7 milliards, a réussi à faire un x3, alors qu'une fois que la boîte a été introduite en bourse, la création de valeur a été beaucoup moindre, puisque sur les 3 années suivantes, on était à moins d'un x2. Donc, il y a une vraie prime finalement c'est dans le nom du capital risque, à finalement prendre le risque d'entrer pré-IPO. Cependant, comme on vous disait, pourquoi Caption existe, c'est parce qu'il était impossible pour le particulier effectivement de rentrer dans ces boîtes-là. Tous les fonds préemptent finalement les levées de fonds. Et nous, finalement, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y avait un moyen de faire rentrer les investisseurs dans ces boîtes-là. C'était d'aller voir tous les salariés de ces sociétés-là qui ont des stock options, qui finalement, comme c'est des boîtes non cotées, pour eux, c'est que du papier. Ils n'arrivent pas à le matérialiser en valeur par manque de liquidité. Et ce qu'on s'était dit, c'est qu'on pourrait satisfaire à la fois ces vendeurs qui sont des salariés, qui ont peut-être des salaires annuels de 40, 50 000 euros, mais qui ont une petite fortune en stock options sans les moyens finalement de matérialiser, qui ont des problématiques type s'acheter leur premier appart ou se payer un mariage, et qui seraient ravis finalement de matérialiser des gains et de l'autre côté, de permettre à des investisseurs de pouvoir rentrer dans ces sociétés-là. Donc voici le petit hack par lequel on a réussi effectivement à proposer des actions de ces pépites à des investisseurs qui ne sont pas dans le cercle fermé des grands instituts. Donc voilà, quelques métriques. On est loin d'en être à notre premier deal. On a fait plus d'une vingtaine d'opérations pour à peu près 10 millions de volumes échangés sur la plateforme. Un bon succès, et honnêtement, voire même trop, qui peut être frustrant pour certains investisseurs, dans le sens où des fois, il y a certaines sociétés qu'on a mis en ligne et qui, en quelques minutes, ont été sursouscrites un dimanche à midi. Donc finalement, ça reste actuellement très compétitif, tellement il y a de la demande pour la plateforme. D'où finalement, effectivement, l'intérêt du partenariat aujourd'hui avec Carmony. Finalement, qu'est-ce que ça vous apporte par rapport au fait de pouvoir y aller tout seul? Bon, évidemment, on l'a dit, il y a la possibilité d'accéder à ces startups prisées. Le deuxième point, c'est le fait que le capital risque répond à des logiques d'investissement et de tests d'investissement qui sont particulières. Souvent, c'est des sociétés qui ne sont pas rentables, qui réinvestissent tout sur la croissance, et on est vraiment sur des modèles de croissance à tout prix et de prise de monopole. C'est ce qui fait que pour les analyser, techniquement, l'expérience que vous pourriez avoir de votre côté sur d'autres types de sociétés, qu'elles soient cotées ou non d'ailleurs, est finalement difficile à répliquer sur le capital risque. Et aujourd'hui, tous les deals qui vous seront proposés via Carmony ont été sélectionnés et analysés pour eux. Au cours des précédents mois, on a de notre côté Caption, poussé plusieurs opportunités à Carmony, et finalement, ils ont fait cette sélection à partir de leur analyse. Le troisième point le plus important, c'est que nous, aujourd'hui, on est prêt effectivement à réserver des opportunités à Carmony Office pour ses clients, ce qui veut dire qu'il n'y a pas cette possibilité finalement qu'un deal soit sursouscrit en quelques minutes, que l'investisseur que vous n'ayez pas forcément le temps finalement de mûrir votre décision avant finalement de pouvoir investir. Et cela va vous permettre à la fois de bénéficier de l'expertise et surtout de prendre le temps de la décision. Donc voilà un peu pour une présentation un peu générale. Je reviendrai sur les modalités, mais avant, sûrement une partie plus intéressante, qu'on parle enfin de ce deal. Merci. Alors, je ne sais pas si on me voit. Bon. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, n'hésitez pas, j'ai oublié de le mentionner, mais vous avez tout en haut la petite bulle sur laquelle vous pouvez cliquer et vous pouvez poser des questions dans la messagerie si besoin à Mathieu ou à moi ou à Anna. Alors, effectivement, donc pas de suspense, comme je le disais. Notre première sélection, c'est effectivement Blablacar.
Alors, Blablacar, vous savez, vous la connaissez parce que, en fait, c'est un dinosaure dans le monde des startups, hein. C'est une société qui a été créée en 2006. C'est en gros la marketplace pour le voyage partagé, hein. Elle a connu une expansion internationale très rapide. Elle est maintenant présente sur plusieurs continents, 22 pays, comme c'est mentionné sur ce slide. C'est une société qui s'est développée. Alors, au départ, c'était effectivement centré sur le covoiturage, et puis de plus en plus, elle a étendu son offre sur notamment vers les bus et les transports multimodes. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plus de 100 millions de membres de la communauté, donc 22 pays. Et en fait, la force, je pense, des fondateurs de Blablacar, c'est qu'ils n'ont jamais, c'est des gens qui ont travaillé dans la Silicon Valley auparavant, qui se sont d'ailleurs, qui ont créé une start-up à l'époque et finalement qui a mis la clé sous la porte suite à septembre. Septembre 2011, voilà, septembre 2001. Septembre 2001, voilà. Enfin bon, au septembre. Et on a effectivement, aujourd'hui, ces fondateurs ont eu dès le départ une vraie ambition, non pas d'être un champion français, un champion national, mais d'être un véritable acteur mondial. Et ils ont élargi à l'Europe entre 2011 et 2014 avant d'être mondial, puisque maintenant ils sont présents en Russie, Mexique, au Brésil, en Inde, et ils sont aujourd'hui le leader mondial du covoiturage. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est une belle success story, c'est une success story qui est assez intéressante parce qu'ils ont démarré vraiment au départ sans financement jusqu'en 2010 et aujourd'hui ils sont très très bien établis. Donc les deux fondateurs en fait, sont toujours présents. Donc ça, c'est important, hein. Donc c'est Frédéric Mazella et Nicolas Brusson. Et ils ont au board deux externes qui sont en fait deux fonds importants qui sont au capital. Aujourd'hui, ça représente 700 employés. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que finalement, ils ont ils ont une croissance en termes d'utilisateurs d'applications parmi les plus élevés, hein. Ils sont dans le top 5% selon Dealroom. Ils ont aujourd'hui voilà, 40 millions d'utilisateurs de l'appli actifs. Ils ont fait 11 acquisitions, donc là aussi, une vraie volonté de se développer. Aujourd'hui, alors il faut savoir qu'en termes de valorisation, parce que c'est un point important, le point d'entrée, en termes de valorisation, la dernière valorisation connue qui était liée à l'opération en 2015 de levée de fonds, c'était 1 milliard 580. Aujourd'hui, alors on n'a pas de chiffre officiel, mais les estimations sont de l'ordre de 2 milliards, ça ne reste que des estimations. Et en fait, à l'époque, en 2015, lors de la dernière levée, il faut savoir que le prix de l'action était aux alentours de 9,50 €. Et là, grâce à Caption et grâce en fait à la volonté effectivement de salariés et notamment d'anciens salariés de Blablacar, parce que comme vous pouvez l'imaginer, il y a certains et d'ailleurs, il y a un certain nombre de salariés qui ont même décidé de lancer, c'est un sacré vivier de start-upers aussi, ben, qui ont eu envie de matérialiser, soit partiellement, soit totalement leurs actions. Et c'est vrai que Blablacar a toujours eu cette politique de finalement laisser aux anciens salariés qui sont partis leurs actions. Et donc c'est vrai que ça crée du flux, ça crée un marché. Et on a la possibilité là aussi de pouvoir rentrer à un prix très intéressant puisque on aura hors frais de transaction un prix aux alentours de 7,5, 7,49 € pour être plus précis. Et donc, ça, c'est aussi un élément important. L'autre élément important, c'est les actionnaires, parce que quand vous avez des fonds de venture capital comme Accel ou Insight Partners, alors ça ne vous dit rien, mais c'est des très, très gros fonds qui sont émérites, très expérimentés. C'est plutôt un atout dans l'accompagnement.
Alors, les statistiques de Blablacar, c'est des très bonnes statistiques. Bien évidemment, l'année 2000, comme vous pouvez l'imaginer, l'année 2020 a été compliquée pour Blablacar avec les confinements, mais on a vu que finalement, leur élasticité, leur capacité à rebondir a été très rapide. Et quand vous regardez la croissance entre octobre 2021 et juillet 2021, ils ont eu 45% de trajets proposés en septembre et octobre, plus 45 en septembre et en octobre 2021 par rapport à juillet 2021. Je parlais de décarbonation. Oui, ben, le covoiturage, c'est aussi une façon de participer à la réduction des émissions de carbone. Et effectivement, il y a une économie de 1,6 million de tonnes de CO2 qui sont économisées chaque année. Donc voilà, donc c'est une société qui est bien établie. Alors, on va parler des points négatifs, hein, les moins. Les moins, c'est globalement, ils ont un gros concurrent qui est un concurrent allemand qui s'appelle Flix Mobility, qui est aussi en termes de levée de capitaux a levé 1,2 milliard. Donc, ils ont un peu plus de moyens que Blablacar. Ils sont valorisés à 3 milliards. Ils ont été créés en 2011 et ils ont fait une acquisition récente aux États-Unis. Il faut savoir aussi que Blablacar est implanté aux États-Unis. L'autre élément qui est moins, qui est un peu plus récent, ben, c'est la situation géopolitique. Il faut savoir que Blablacar est très présent en Russie et en Ukraine. Ils ont 8 millions d'utilisateurs en Ukraine. Ils ont acquis la société Urbuscom, Urbuscom, qui est une société de digitalisation du transport de bus. Donc, ils sont très, très importants. Et bon, ben, bien évidemment, l'environnement actuel n'est pas un environnement très porteur avec les risques et les tensions qu'on a actuellement sur cette zone-là. L'autre élément parmi les risques qu'on peut citer, c'est qu'on on a un climat effectivement moins favorable sur les marchés financiers, avec un changement de cycle. Et donc, chose que j'ai oublié de dire, si je reviens un peu en arrière, c'est que vous avez vu que globalement, tout à l'heure, je parlais de Serie A. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, voilà. Il y a eu 11 tours, c'est-à-dire qu'ils ont fait leur série G dernièrement en avril 2021 et le fondateur, donc le directeur général Nicolas Brusson, lors d'une interview, a mentionné le fait qu'ils étaient suffisamment cash riches, hein, ils avaient 200 millions de liquidités, donc ils sont en bonne posture pour pouvoir faire des acquisitions et surtout que la prochaine étape serait certainement une entrée en bourse. Donc voilà, donc c'est terminé pour la levée de fonds et on serait finalement dans les shoes, si on reprend l'exemple de Spotify qu'a présenté Mathieu, on serait dans les souliers de Goldman Sachs qui ensuite, voilà, par la sortie naturelle, par l'introduction en bourse, finalement a fait x3. On peut espérer qu'on ait ce genre de scénario. Voilà. Et puis le dernier élément qui est en termes de risque, donc je reviens sur les risques, c'est effectivement l'arrivée de nouveaux variants. C'est vrai qu'on a tous le sentiment qu'on est en train de sortir de cette pandémie, mais Dieu seul sait ce qui peut nous tomber dessus. Et c'est vrai qu'un confinement à nouveau serait quand même très, très, très compliqué, mais de toute façon, c'est vrai que c'est le cas pour un grand nombre de sociétés. Alors les plus, c'est effectivement ce terrain de jeu énorme qu'ils ont, terrain de jeu international, la forte présence chez les jeunes. Je crois que c'est plus de 68% des jeunes qui utilisent entre 20 et 35 ans, je crois, qui utilisent qui utilisent Blablacar. Ils ont aussi une volonté de se diversifier, hein. Ils ont fait un partenariat récent avec Swiss Re et l'Olivier dans ce qu'on appelle l'assurance et le coaching de conduite. Donc, c'est un secteur aussi qui se développe énormément. Le deuxième élément, comme je disais, c'est la croissance. Clairement, très forte croissance de Blablacar, très forte reprise avec énormément de moyens pour pouvoir continuer dans les acquisitions externes et dans le renforcement de la digitalisation avec des innovations tech, ce qu'ils ont pu faire par le passé. On est dans le cadre, comme je le disais, de post-septième levée de fonds. Donc, on est dans le cadre d'une pré-IPO et puis
ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est le fait que le prix, là, on a effectivement des vendeurs, un certain nombre de vendeurs qui fait que ben, clairement, ça nous permet d'accéder à un prix qui est intéressant par rapport à la valorisation, la seule valorisation connue qui est celle de 2015 qui était déjà à 9,50 €. Là, on rentrerait à 7,49 €, ce qui nous semble hyper intéressant. Et le dernier élément, c'est que le thème est très porteur. C'est-à-dire que 2021, ça a été vraiment l'année de l'investissement en mobilité au niveau des grands fonds. Il faut savoir que rien que sur ce secteur-là de la micro-mobilité, comme on l'appelle, en Europe, il y a eu 14 milliards qui ont été levés et c'est 2,7 fois les levées de 2020 et largement dominé par des sociétés assez matures puisque on est plutôt sur des méga deals. Donc ça devient vraiment un secteur très très attractif, très intéressant par les fonds. Et donc si les fonds s'y intéressent, ça veut dire que derrière, il y a de la rentabilité, il y a de la croissance. Alors, je vais redonner la parole à Mathieu pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment ça marcherait si vous décidez de rentrer sur cette première opportunité. Top, merci Michael. Bon, bah, du coup, je vais attaquer avec une partie un peu moins marrante à écouter, mais tout autant importante, celle qui a trait justement à la partie réglementaire. C'est un point qui est important de souligner. Aujourd'hui, côté Caption, on opère sous un statut d'ALPSI, ce qui fait qu'on a la capacité à fournir des services d'investissement et en particulier l'offre au public de titres financiers qui vous permet effectivement d'accéder à ces valeurs-là. C'est un point qui est particulièrement important parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est finalement la seule plateforme en Europe qui va pouvoir vous permettre d'accéder à cette typologie de valeurs et par extension, Carmony Office avec le Calab est le premier cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui offre cette typologie de deal à ses clients. Alors, pour la partie montage de l'opération, c'est un point qui peut apparaître frustrant pour beaucoup d'investisseurs, mais on ne fait pas rentrer les investisseurs en direct dans les sociétés. Tous les investisseurs sont regroupés au sein d'une holding. Concrètement, la holding va acquérir une action et elle va émettre une action en échange pour les investisseurs de la holding qui pourraient être vous. Et il y a un véhicule par société cible. Pourquoi on fait ça? On le fait pour deux raisons. La première, c'est un sujet de gouvernance. On est sur du non-coté et pour beaucoup d'opérations critiques, le moindre investisseur d'une société qui pourrait avoir un pourcentage infime de la boîte pourrait poser des difficultés en termes de gouvernance. Pour l'anecdote assez rapide, dans ma précédente vie d'investisseur, j'avais eu le cas sur une société. Il nous fallait les pouvoirs de tous les investisseurs et il y avait un business angel qui détenait moins de 0,5% de la société, qui était à l'autre bout du monde depuis 6 mois. On avait absolument besoin de son pouvoir. On a réussi à le récupérer la veille du closing, mais potentiellement, ça pouvait mettre en péril la société. Et le fait finalement de… Ah, Mathieu, Oui. on t'a un petit peu perdu. Ah, bah, je ne sais pas à quel moment, mais ce que j'expliquais, c'était que vous permettre de rentrer via une holding, c'est l'assurance finalement que l'un de vos co-investisseurs n'exercera pas de pouvoir de nuisance sur la cible, parce que finalement, les décisions se feront au sein de la holding. Le deuxième point qui est important, c'est que les actions de holding, contrairement aux actions de la cible qui seraient acquises, ne sont pas soumises à diverses contraintes des packs d'actionnaires et elles sont en cession libre. Donc voilà, plus de liquidité a priori, même si ce ne sera pas forcément le cas sur le Blablacar, je reviens là-dessus au slide d'après. Alors, bon, effectivement, c'est bien d'investir, mais on se pose toujours la question de la sortie. Concrètement, sur les investissements qui vous seront poussés via Carmony Office au cours des prochains mois, on peut envisager deux types de sorties. Il y a la sortie via Caption. Comme je vous disais, les titres de holding sont en cession libre et on a eu des investisseurs qui ont investi sur certaines sociétés, qui ont réalisé une sortie et qui ont matérialisé leurs multiples. Ce ne sera pas forcément le cas d'un Blablacar parce que, comme expliqué par Michael, on est sur une société qui a atteint un tel niveau de maturité que je ne vois pas de gros événements significatifs, hormis l'IPO,
qui justifierait que d'autres personnes souhaitent racheter vos actions à x2 ou x3 le prix. Donc voilà, pour les sorties naturelles, on peut plutôt lorgner sur ce qui s'est fait typiquement avec l'exemple d'OVH, qui n'était pas passé par Caption parce que tout simplement Caption n'existait pas à ce moment-là, qui est un des fleurons de la French Tech, qui a fait une belle IPO fin 2021, qui a d'ailleurs été particulièrement soutenu par le grand public parce que, encore une fois, ça met en exergue le fait qu'il y ait une demande pour accéder à ces valeurs de la French Tech, et ce qui fait que son IPO a été particulièrement réussi. C'est plutôt le destin qu'on peut espérer, qu'on peut souhaiter à tous nos investisseurs sur un deal comme Blablacar. Bon, la partie montage financier, la partie déroulement des modèles opérationnels, concrètement 3 phases. La première phase, c'est tout le travail qui a été fait avec Anna et Michael au cours des derniers mois. Ça a été de leur côté, on leur a proposé des deals, ils ont fait une sourcing, un sourcing, une sélection de voir quel deal ils souhaitaient vous proposer aujourd'hui. Aujourd'hui, l'idée, c'est effectivement, on va dans les prochaines semaines rassembler des prises d'intérêt de votre côté. Encore une fois, je le rappelle, c'est un deal qui est exclusif à la communauté client de Carmony. Vous allez être accompagné effectivement pour tout le volet inscription et souscription. Et vos fonds seront déposés sur un compte de cantonnement qui va fonctionner comme un compte séquestre. Comme on est sur du non-coté, malheureusement, j'adorerais le contraire, mais malheureusement, l'exécution des ordres et des opérations n'est pas immédiate. Il y a avant cela un droit de préemption à purger sur la plupart des sociétés, ce qui veut dire que les investisseurs historiques ont la possibilité de pouvoir préempter sur votre opération. Si jamais le cas arrive, bien évidemment, on annule l'opération et vous êtes remboursé jusqu'au moindre centime. Si jamais le deal n'est pas préempté, on déboucle, on transmet effectivement à Carmony toutes les preuves effectivement que le deal a été débouclé et que vous êtes bien actionnaire de la holding et que la holding a bien acquis le nombre d'actions correspondant à l'opération. Concernant Blablacar, le risque de préemption s'avère relativement faible, et finalement c'est d'ailleurs le cas de beaucoup de boîtes sur la plateforme, pour la simple et bonne raison que de notre côté, le sujet de liquidité pour leurs salariés est super important pour le sujet du recrutement, et on a passé un gentleman agreement avec eux sur le fait qu'ils laissaient passer les opérations tant qu'elles atteignaient pas des volumes ultra significatifs. Donc c'est quelque chose qu'ils ont vu avec leurs investisseurs, donc a priori il ne devrait pas y avoir de problème. Le risque qu'il pourrait y avoir un jour, c'est si dans 6 mois, 1 an, on refait des opérations à ce prix-là et que la société est en train de faire son introduction en bourse, et finalement, bien évidemment, ils auront tout intérêt à préempter dans ce cadre-là. Donc voilà pour le déroulé. Globalement, on peut estimer une fenêtre. Effectivement, on va vous proposer. L'idée, ça va être de vous laisser un peu le temps de la réflexion. Le deal va sûrement vous être proposé à la souscription début mars, et on pourra estimer une fermeture de l'opportunité à fin mars et un closing qui devrait avoir lieu au cours du 2e trimestre. Et pour revenir un petit peu sur les tarifs, pas de frais de gestion, pas de commission de performance sur la plateforme. On n'a pas envie d'être vu comme un fonds d'investissement, une banque d'affaires ou un broker. On se voit véritablement comme un marché où des investisseurs et vendeurs peuvent réaliser des opérations. C'est pour ça qu'on ne se rémunère que sur des transactions, que sur des commissions sur les transactions, 6% à l'achat, 6% à la revente. Et si demain, Blablacar est introduit en bourse et que c'est ça votre sortie, on considère qu'on n'aura pas bossé pour vous apporter cette liquidité-là. Donc, dans ce cadre-là, évidemment, vous n'aurez pas de commission sur la sortie. Donc, c'est les tarifs, effectivement, que tous les investisseurs de la plateforme Caption ont aujourd'hui. Mais évidemment, il fallait bien sûr que vous ayez un avantage de votre côté. Et je vais laisser Michael reprendre la main pour décrire effectivement comment cet avantage se matérialise. Merci Mathieu. Oui, donc effectivement, alors ce qui est important, c'est bien évidemment, donc nous, on vous accompagne dans cette solution. Il n'y a pas que ce qui était fondamental pour nous, c'était que cet accompagnement, voilà, soit comment dire, nous recherchons, comme vous le savez, l'efficience dans le cadre de vos placements. On est toujours à rechercher l'efficacité, et donc il était hors de question pour nous de grever la performance avec des frais supplémentaires. Donc c'est pour ça que avec Caption,
on a donc intégré notre rémunération dans leur commission, donc avec un partage, comme vous pouvez le voir, de 50%. Sur la partie, donc bien évidemment, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que on a fait cela vraiment parce que, déjà, chez Carmony, on a clairement la volonté de vous apporter des choses qui sortent du lot. On va rechercher, vous l'avez compris, des très fortes performances au travers de cette solution. On arrive là sur une solution avec donc sur cette action Blablacar avec un coût, un prix compétitif. C'est une bonne première marche. Il va falloir aller vite parce que on va faire travailler nos outils, nos méninges pour vous apporter la meilleure recommandation en matière de ce que vous pouvez consacrer à ce portefeuille de start-up. On a déjà commencé pour un certain nombre d'entre vous à travers notre analyse PCRL. Et puis tout cela, comme vous pouvez l'imaginer, le poids que vous donnerez à certaines startups par rapport à d'autres va varier en fonction de, l'état d'avancement de la startup. Donc, on peut imaginer que sur une société comme Blablacar, on va peut-être mettre un peu plus qu'une société sur laquelle on est plutôt au début, série A, série B, dans le portefeuille. Ça dépendra aussi du secteur, ça dépendra de notre niveau de conviction, et donc on vous fera les bonnes préconisations. Donc ça, c'est un élément qui nous paraît important. Comme l'a précisé Mathieu, donc dans le cadre d'une durée limitée, puisque Caption nous donne l'exclusivité jusqu'à fin mars pour pouvoir rentrer sur Blablacar. Côté fiscalité, alors peut-être que Anna, si elle est toujours, je ne te vois pas, Anna, Oui, voilà. oui, Donc ça. côté fiscalité, peut-être je te laisse prendre la parole là-dessus. Tout à fait. Côté fiscalité, enfin, avant de voir en fait le point fiscal, la première chose que l'on essaiera d'étudier et d'établir, c'est par quels moyens en fait on va rentrer dans ce type d'investissement. Est-ce qu'on va le faire en direct? Est-ce qu'on va le faire via des holdings existantes, via des holdings patrimoniales? De façon assez succincte, on va avoir deux sujets à anticiper. Et en réalité qu'un seul, puisque il m'a été reconfirmé que même si sur le principe, s'il y avait une distribution de dividendes, en tant qu'associé, vous y avez droit. En pratique, il n'y a pas de distribution de dividendes qui est opérée en fait pendant ces durées-là. Et donc le vrai sujet en fait qui va nous concerner, c'est celui de la plus-value en cas de sortie, que ce soit une sortie volontaire ou une sortie imposée par un passage en bourse, comme vous l'aviez compris. Donc, fiscalement, le sujet, il sera essentiellement là. Aujourd'hui, on a une fiscalité qui est, pour ceux qui ont assisté à notre dernière conférence en présentiel, je l'ai suffisamment martelé, on a un régime de faveur qui est exceptionnel, qui est celui de la flat tax et qui sera celui qui sera applicable en direct. Si jamais on est dans le cadre d'une holding, il faudra justement en fait prendre en considération cet élément puisque ces plus-values sont dans une majorité des cas considérées comme un résultat ordinaire et la plus-value comme la moins-value d'ailleurs sera en fait à intégrer dans le résultat, mais on l'étudiera dans un second temps juste après l'examen PCRL qu'évoquait Michael. Voilà. Alors, peut-être, dernier élément, c'est on n'est pas en train de parler de montants. De toute façon, on ne vous préconisera pas d'aller avec des montants énormes sur une start-up en particulier. L'idée, c'est de monter un crescendo. Blablacar, pour nous, c'est une bonne première marche dans cette volonté d'aller voilà, de capitaliser sur cette French Tech. Donc l'idée, on a déjà commencé à travailler avec un certain nombre d'entre nous. On est sur des montants de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc on va dire allez, de 10 à 50 pour ce qu'on a vu en termes de ce qui pourrait être mis sur la table. Sur l'autre élément qui est important, c'est que nous, on va s'occuper bien évidemment de toute la partie
on va dire, conformité réglementaire, donc les aspects KYC, etc. Je ne sais pas si Mathieu l'a dit, mais effectivement, il y a une plateforme donc, qui est Tilia, qui est la plateforme, le PSI, hein, qui nous permet aussi donc, qui est rémunéré au travers donc, des frais qui sont affichés par Caption et qui permet justement cette mise en œuvre de l'investissement. Donc, tout cela se fera en ligne. Nous, on va pré-compléter les aspects enquiquinants de connaissance de votre patrimoine, etc., parce qu'on vous connaît bien. Et ensuite, on passera à des signatures électroniques. Donc, le process devrait se faire de façon souple, mais malgré tout, il y a un petit peu de travail quand même de notre côté. Donc, c'est important. Voilà. Donc, on arrive au bout de la session. Je ne sais pas si j'ai pas vu de questions. Voilà, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On peut répondre en ligne. Il nous reste 4 minutes par rapport au timing prévu. Si vous n'en avez pas pour tout de suite, vous aurez le droit d'en poser ultérieurement. En tout cas, nous, voilà, on est très contents. Vous savez que, enfin, moi, je crois à une qualité importante dans le domaine de la gestion de patrimoine. En tout cas, je crois à un défaut, c'est la paresse. Il n'y a pas de place pour la paresse, comme on le dit souvent. Et deux, la qualité, c'est la curiosité. Et donc, il faut sortir des sentiers battus aujourd'hui. On a un phénomène extraordinaire avec cette tech. Et je pense sincèrement que c'est une super opportunité pour nos clients. Et je remercie encore Mathieu et Caption voilà, de nous, grâce à leur plateforme, de nous donner accès à cette opportunité. C'est nous qui vous remercions. On est clairement ravis de travailler avec Harmonie. Et merci effectivement à tous d'avoir pris le temps de nous écouter pendant ce webinaire. Ouais, alors Arnaud a posé, je vois une question. Donc, quelle est la vision des IPO avec des valos venture capital qui sont très élevés avec un marché action qui pourrait décrocher sur les techs? Oui, bah, c'est un des risques, tout à fait. C'est un des risques que l'on perçoit aujourd'hui, hein. C'est qu'effectivement, il y a des valos importantes, mais il y a aussi voilà, une vraie dynamique. L'environnement de marché, comme je disais, c'est un des points d'interrogation. Mais c'est aussi intéressant de rentrer aussi sur du venture capital parce que on est dans le cadre d'investissements avec moins de dettes que dans le cadre du buy-out aussi. Donc, s'il y a une remontée des taux, ça peut avoir un impact aussi sur les fonds de private equity. Donc voilà. En tout cas, encore une fois, je pense sincèrement que le fait de rentrer comme ça sur une société en particulier, ça permet quand même aussi d'évaluer en tout cas d'avoir une meilleure visibilité des risques. Et comme le développement de la société est vraiment lié à sa caractéristique intrinsèque, c'est sûr que pour Blablacar, pour une entrée en bourse, il pourrait avoir un report de cette entrée en bourse si les choses venaient à se compliquer sur les marchés. Alors, je ne sais pas si Arnaud, je vous ai complètement répondu à votre question, mais voilà. Tu veux que je partage un avis aussi Oui, vas-y Mathieu, je t'en prie, vas-y. Toi qui es dedans depuis longtemps. Effectivement, la question, si on regarde l'actualité, c'est même pas qui pourrait décrocher, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu un décrochage qui a été réalisé ces dernières semaines. Donc, ce qui va se passer, effectivement, si on se met à la place des VC et des dirigeants de la société, ils vont sûrement, effectivement, peut-être attendre un an de plus que le cycle soit plus favorable à une IPO pour réaliser leur exit. Et après, effectivement, la question sous-jacente qui est sur les valos des VC qui sont très élevés, peut y avoir des vrais sujets. Ah, Mathieu, on t'a perdu là à nouveau. Ah, c'est Voilà. revenu? Oui, c'est revenu, ça y est. Effectivement, Michael parlait d'un Sorar qui, la société a 2 ans et demi, ils sont moins de 50 et la société a été valorisée 4,5 milliards. C'est vrai qu'on peut se poser la question effectivement de sujets de survalorisation derrière. Cela étant dit, on se posait là effectivement la même question quand on analysait le marché US il y a déjà une dizaine d'années, à considérer qu'un Facebook était rentré à 100 milliards et c'était déjà trop élevé. Et finalement, l'histoire a montré que la valeur a continué de prendre au cours de la dernière décennie.
Donc effectivement, le sujet des valorisations peut être un véritable sujet et doit être pris en compte effectivement dans votre analyse. Finalement, juger est-ce que aujourd'hui le marché survalorise ou est-ce que ça répond à une vraie logique de dire la tech permet de telles économies d'échelle que derrière il y a une valeur effectivement qui est plus significative que sur des business un peu plus classiques. Ouais. Je pense que le tout dans le matière de gestion patrimoniale, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui est pas cher. Donc, c'est pas de faire de faire abstraction des valorisations, mais malgré tout d'essayer d'avoir le portefeuille le plus, comment dire, le plus robuste possible. Et je pense encore une fois que rentrer. Et alors, j'ai vu qu'il y avait une question sur les montants à investir. Euh, Entre guillemets, le montant à investir, il dépend uniquement de votre situation particulière. Donc, tout cela, on le fera en one-to-one avec vous. Et on déterminera ensemble ce que vous pouvez, à notre sens, compte tenu de vos circonstances, de vos objectifs, ce que vous pouvez investir sur le capital risque en général, et puis ensuite sur Blablacar si vous avez un intérêt à rentrer là-dessus. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Je remercie encore Mathieu, Anna pour la dernière touche qui est importante et non des moindres, c'est la touche fiscale. Et on est Merci bien à tous. évidemment à votre disposition pour répondre à toutes questions, et on prendra certainement, enfin en tout cas, on vous invite à prendre contact avec nous rapidement pour, voilà, si vous êtes intéressé. C'est vrai que c'est une initiative de notre part, et on est certain que beaucoup d'entre vous seront intéressés de pouvoir rentrer sur un investissement pas comme les autres, qui est celui de la French Tech. Voilà, merci beaucoup. Et on vous Merci dit à très, très Mathieu. vite. Merci à tous, belle Merci. Portez-vous journée. bien. Merci à vous. Bonne Au journée. Au revoir. revoir.